normalement, je prends la parole en premier tout simplement pour me présenter. Mon nom est Martin Cloutier, comme a mentionné Louise, et puis je suis professeur au département d'analytique, opération, technologie de l'information de l'École des sciences de gestion à l'Université du Québec à Montréal. Et mon domaine de recherche, c'est technologie de l'information, également dans le domaine de la performance du secteur agroalimentaire, et puis aussi les méthodologies et méthodes de recherche. Et donc, je passe la main maintenant à Éline qui va poursuivre la conversation avant que je reprenne la suite sur le volet 1 de les travaux de recherche qu'on a menés. Merci beaucoup et merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui et pour la possibilité de présenter nos travaux au sein de ce webinaire du RQRAD. Donc, pour ma part, je suis donc Éline Jongman, je suis maître de conférence à l'Université de Grenoble et cette année, j'ai la chance d'être professeur visiteur à l'UQAM. Donc, je m'intéresse au comportement des consommateurs en essayant d'expliquer ceci en prenant en compte un certain nombre de variables et notamment l'expérience et l'expérience en ligne. Depuis 2-3 ans, je suis copilote donc de projets qui essayent de lier les enjeux du sol avec la consommation des produits issus du sol. On va vous en dire un petit peu plus. Donc justement, le projet GamiSol qui nous amène aujourd'hui à être avec vous, c'est un projet interdisciplinaire qui regroupe des personnes qui mènent des recherches donc en sciences des sols et en sciences de gestion. Et le terrain d'étude est le Québec. Ce projet est en fait une extension d'un projet qui a été déroulé précédemment, qui s'appelle le projet Solix, qui est là affiché plutôt en beige et qui a été mené en France. Donc, au sujet du projet Solix, si nous pouvons être là aujourd'hui, c'est grâce au soutien financier aussi de l'Université Grenoble-Alpes, qui a financé pendant 2 ans ce projet. Vous avez ici l'équipe interdisciplinaire qui est présentée avec également les partenaires. L'objectif de ce projet est à porter sur la compréhension du lien entre la perception et les connaissances envers le sol et la consommation de produits issus du sol. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un certain nombre de résultats obtenus. Et pour revenir à GamiSol, c'est donc une extension de ce projet sur le terrain québécois avec 2 volets qui vont se dérouler cette année, comme on est ensemble avec Martin au Québec, avec un premier volet qui consiste à essayer de comprendre le lien entre les connaissances sur les sols et les pratiques agricoles en lien avec le plan d'agriculture durable et la consommation de produits alimentaires par les Québécois. Et le deuxième volet qui consistera à tester un jeu en ligne auprès du public québécois. Donc, vous allez avoir plus d'informations et mieux comprendre tout cela à l'issue de la présentation. Nous allons donc vous parler de 2 approches menées en France qui ont essayé de comprendre le lien entre la santé des sols et les choix alimentaires plus durables chez les citoyens. Mon collègue Martin va commencer par vous présenter la première approche et puis je continuerai avec la deuxième. Donc, le premier volet consistait en la réalisation d'une cartographie des concepts en groupe qui s'intéresse plus particulièrement aux représentations et perceptions des sols et de la consommation des produits dérivés du sol. Et donc, le petit plan qu'on va suivre pour les quelques prochaines minutes consiste à expliquer ou décrire le contexte, expliquer la démarche méthodologique qui a été suivie et présenter un survol de quelques résultats. Donc, en termes de contexte, il s'agissait de réaliser des échanges avec des personnes citoyennes en France à propos de leur représentation et perception du sol, de la labellisation des produits dérivés du sol et des comportements d'achat. Donc, il s'agit ici d'identifier les moyens qui peuvent orienter les consommateurs de produits dérivés du sol vers des choix qui favorisent la préservation et la gestion durable des sols. Par exemple, ici, un des leviers qui est évoqué, ce sont les labels. Donc, sur le plan de la démarche méthodologique, il s'agit d'une approche ascendante qui s'appelle la cartographie des concepts en groupe. Donc, il y a une série d'étapes qui sont suivies et qui impliquent la participation de personnes en groupe, donc une co-construction de connaissances avec un recueil de données à la fois en groupe et individuel. Donc, comme on peut voir, à l'étape 2, il s'agit de produire des idées. Donc, à cette étape, on conduit typiquement des groupes de discussion ou des entretiens, donc en groupe ou individuel, afin de générer ces idées et de pouvoir échanger sur la notion qui nous intéresse. En ce qui nous concerne ici, ce sont les labels et puis leur incidence qu'ils peuvent avoir sur les comportements d'achat.
À partir de ces idées, on procède à une extraction et on formalise des énoncés dont une certaine quantité, c'est-à-dire peut-être quelque chose comme entre 80 ou 100 ou 70 et 80 selon le nombre d'idées qui ont été partagées. Et par la suite, les personnes sont invitées à l'étape 3 à les trier et à les évaluer sur différentes échelles, mais de manière individuelle. Donc, ces idées, il faut savoir que les énoncés, c'est les traductions des idées qui ont été discutées durant les groupes à l'étape 2. Par la suite, les chercheurs procèdent à l'analyse des cartes de concept, donc à l'estimation des résultats empiriques. Et finalement, on revient auprès des participants pour effectuer des rencontres bilan sous forme de groupes de discussion et d'ateliers d'appropriation des résultats. Dans le cas qui nous occupe ici, notre phrase d'accroche pour lancer la conversation avec nos invités dans le cadre des groupes de discussion était, selon vous, comment les connaissances du sol peuvent influencer le choix des produits de consommation dérivés du sol. Et donc, ce sont des groupes de discussion que nous avons conduits avec des personnes citoyennes d'une durée d'environ 60 minutes. Et puis, le rôle des participants et participantes était de partager des idées pour compléter cette phrase d'accroche. L'idée aussi, c'était de répondre à un certain nombre de questions que nous avions formulées sur différentes thématiques autour de la question des labels, la question de la production, la question des choix, qu'est-ce qui motive les choix, quel type d'informations on recherche, etc. Et donc, l'idée était que les personnes en séance proposaient aussi peut-être des choses un peu plus novatrices qu'on est moins habitué d'entendre typiquement dans ce type de conversation ou de lire dans la littérature. Et donc, nous avons conduit 4 groupes de discussion d'une durée de 75 minutes entre novembre et décembre 2023 avec des personnes citoyennes et nous avons identifié plus de 150 idées qui avaient été proposées par les 33 personnes citoyennes en séance. Et finalement, nous avons, sur l'ensemble de ces idées, formalisé 72 énoncés. Alors, par la suite, à la même étape de structuration des idées en énoncés, on invite les personnes individuellement à se brancher à un portail qui est spécialisé pour l'analyse de cartographie des concepts et individuellement, elles procèdent au tri et à l'évaluation des énoncés. Donc, il y a 52 personnes qui ont effectué le triage des idées, donc pris les 72 énoncés et puis les ont triés en différentes piles par thématique et puis ont évalué les mêmes énoncés sur 2 échelles. Donc ici, ce qui nous intéressait, c'était l'importance et la faisabilité des différentes énoncés d'action qui étaient proposés. Donc là, nous avons eu 45 personnes qui ont évalué ces échelles. Alors, simplement pour vous donner une petite idée de la nature des idées qui étaient proposées là, en réponse à la phrase d'accroche, par exemple, l'idée numéro 19 ici, qui est de développer un label spécifique au sol, c'est-à-dire qui tient compte d'un sol score, par exemple, qui pourrait exister pour évaluer les différentes qualités des sols. Ensuite, utiliser le label pour communiquer sur des critères de biodiversité des sols, par exemple, le nombre de micro-organismes retrouvés dans les sols. Utiliser des labels, par exemple bio, dans des grandes et moyennes surfaces pour faciliter l'achat des produits en communiquant de l'information aux consommateurs. Ensuite, il y avait aussi certaines mises en garde, par exemple, ne pas multiplier les labels sur les produits pour éviter une confusion et une surcharge cognitive. Les consommateurs étaient souvent pressés là, dans les points de vente. Et finalement, par exemple, le numéro 32, qui est d'avoir confiance dans le processus de choix des produits des commerçants de proximité. Comme vous voyez, les personnes citoyennes ont une variété d'idées en tête et puis ces idées ont été partagées en groupe et on a échangé. Alors, une fois que le triage est effectué, il incombe aux chercheurs de procéder à des analyses empiriques. Donc, les personnes vont effectuer des tris en mettant ensemble dans des piles les idées qui se rapprochent autour de la même notion. Et puis, par la suite, on procède à des analyses de positionnement multidimensionnelles qui nous permettent de prendre ces 72 idées et de les représenter sur un plan XY.
Et donc, je vais illustrer ici comment cela fonctionne. Donc, on peut imaginer 72 points dans 72 dimensions. Et en fait, avec l'analyse de positionnement multidimensionnel, on va faire éclater cette boule disco. Et en fait, ce qu'on va retrouver, ce sont les différentes dimensions en fonction de la fréquence des tris, ce qui va montrer une densité de points, en fait, qui est le reflet de la manière que les personnes ont trié. Alors, quand on fait ce type de calcul, on se préoccupe aussi quand même de la fiabilité statistique. Et normalement, dans le type d'étude de cartographie des concepts en groupe, on regarde ce qu'on appelle la valeur de stress, en fait, qui témoigne de la perte en information entre les données brutes et les données estimées. Et donc, dans ces études groupées, on a montré que la valeur de stress devait se situer entre 0,26 et 0,29 dans un intervalle de confiance de 95 %. Et puis ici, on est sous cet intervalle, donc on peut imaginer que la perte en information, elle est encore plus restreinte. La deuxième étape, c'est qu'on va prendre les coordonnées X, Y de chacun des points et puis on va procéder à une analyse de classement ascendant hiérarchique, ce qui nous permet de grouper par classe les différents énoncés qui ont une proximité conceptuelle, donc ils sont reliés au même sujet, et en fait de pouvoir identifier les thématiques qui émergent de ce tri. Donc, de la complexité de 72 dimensions, on est capable d'identifier des thèmes prépondérants et puis de mieux comprendre comment est constitué chacun des thèmes et quelles sont les actions qui deviennent manifestes sous chaque thème. Donc, je vous présente rapidement chacun des thèmes. Donc, il faut savoir que lorsque les personnes vont trier les thèmes par thématique, vont également attribuer un nom et puis, grâce au logiciel, on est en mesure d'avoir des suggestions de noms et de mieux comprendre ce à quoi réfléchissaient les personnes quand elles ont effectué leur tri. Et donc, l'équipe de chercheurs se penche sur ces suggestions et va formuler une identité pour chacun des groupements. Donc, au centre de la carte, en fait, qui est un peu, on peut imaginer le centre d'un système autour duquel gravitent les différentes thématiques, on a la thématique qui émerge ici, qui est garantir l'origine et la traçabilité de la qualité des sols en lien avec la production. Alors, en quelque sorte, c'est une excellente nouvelle parce que ça témoigne en fait un peu du cœur de la thématique là, de recherche qui nous intéresse ici. Au nord de la carte, on a une thématique qui émerge, qui est assurer la transparence et la crédibilité des labels. Donc, ici, on a toute une série d'énoncés à cet effet. Juste à côté, nous avons définir un label pertinent et informatif. Donc, d'une part, la crédibilité ici des labels et la transparence, et d'un autre côté, comment on va définir un label pertinent et informatif. Il s'agit de deux thématiques bien distinctes, là, qu'on voit que les classes sont non chevauchées. Et en fait, lorsqu'on examine en détail, on se rend compte que c'est des dimensions qui sont distinctes, même si elles sont très interreliées. Ensuite, si on regarde du côté est, on voit qu'il s'agit de la sensibilisation et l'information sur l'utilisation des labels. Donc, on a défini un label, on va imaginer là, que les gens ils veulent s'en servir. Ensuite, éduquer les citoyens aux enjeux des sols. Donc, ici, on a des labels qui pourraient témoigner de ce que d'un sol score, par exemple. Et donc, ici, on va travailler sur l'éducation des citoyens aux enjeux des sols par l'entremise de ces labels. Ensuite, au sud de la carte, nous avons prendre conscience du lien entre le sol et les produits issus du sol. Donc, d'où était la phrase d'accroche, si vous vous rappelez, le lien entre notre compréhension que nous avons des sols, donc fonction-service peut-être, et puis les choix que pourront effectuer les consommateurs. Si on regarde juste à côté, on a la compréhension des tensions liées au sol et comment on peut se mettre en action face à cela. Ensuite, si on regarde à l'ouest de la carte, il s'agit de prendre en compte les critères sociétaux, l'éthique de production et renforcer la confiance citoyenne. Et finalement, sur les quelques énoncés que nous avions ici, il s'agit de proposer les outils législatifs pour préserver le sol, et ainsi de suite. Alors, au centre, garantir l'origine et la traçabilité de la qualité des sols en lien avec la production. Donc, ça, c'est le cœur du système.
Il faut savoir que ce groupement au centre de la carte, en fait, c'est le seul qui partage une frontière directe avec tous les autres éléments de la carte. Et donc, on retrouve des thématiques qui sont semblables dans certaines régions de la carte, donc qui se renforcent eux-mêmes, donc sensibiliser et informer sur l'utilisation des labels versus éduquer les citoyens aux enjeux des sols. Ce sont des thématiques qui sont fortement en interaction. Mais la carte et la disposition spatiale des différents groupements de la carte aussi témoignent des tensions que l'on retrouve entre les différents groupements de la carte. Donc, par exemple, ici, ce qui est à des pôles opposés, on retrouve une certaine tension entre éduquer les citoyens aux enjeux des sols et proposer les outils législatifs pour préserver le sol. Tant que les citoyens ne sont pas éduqués par rapport aux enjeux des sols, il est difficile de faire émerger des projets de loi législatifs qui permettraient de les préserver. Un autre axe serait de faire le lien, par exemple, entre assurer la transparence et la crédibilité des sols, qui nous permet, entre autres, prendre conscience du lien entre le sol et les produits issus du sol. Donc, si on a des labels qui ne permettent pas sur lesquels on puisse s'appuyer du point de vue de la crédibilité, il est difficile de prendre conscience des liens entre les sols et les produits du sol. Et donc, il y a des tensions et il y a des paradoxes, mais tous ces éléments font partie, si on veut, de l'étendue du système et des éléments qui doivent être considérés. Lorsqu'on demande aux personnes participantes d'évaluer sur différentes échelles, ça nous permet à ce moment-là de créer ce qu'on appelle une carte d'importance par thématique. Et donc, ça permet de mieux comprendre que ce qui concerne les outils législatifs pour préserver les sols et prendre compte des critères sociétaux sont évalués comme étant les dimensions les plus importantes par les personnes qui ont effectué l'évaluation. En ce qui concerne comprendre les tensions liées au sol et se mettre en action versus éduquer les personnes citoyennes, on est en quelque part au milieu de l'importance. Et ce qui est considéré comme moins important ici, et ça devrait quand même être d'intérêt, c'est de définir un label pertinent informatif et sensibiliser et informer sur l'utilisation des labels. Et donc, on cherche l'importance au niveau de la proposition d'outils législatifs et beaucoup moins sur les questions autour des labels. Ensuite, au niveau de la faisabilité, on voit que la plupart des énoncés d'action sont considérés faisables hein, quand même, mais au niveau de la faisabilité, garantir l'origine, la traçabilité et la qualité des sols en lien avec la production est considéré comme extrêmement difficile. Et ensuite, prendre en compte les critères sociétaux, l'éthique, la production et renforcer la confiance citoyenne est également plus difficilement faisable. Donc, là, ça nous donne une indication que, en fait, au niveau de l'estimation de la carte des concepts, que d'une part, nous avons 72 dimensions qu'on a été capable de consolider en un nombre réduit de thématiques, mais qui sont quand même définies par ces dimensions, et que lorsque on oubliera la statistique, on va retrouver un cadre conceptuel partagé avec les différentes dimensions là, que l'on pourrait mettre en évidence. Et ce cadre conceptuel partagé, il est également partageable. Ce qui est intéressant, c'est que les idées sont concrètes, elles sont appropriables, elles sont lisibles et tout le monde peut les regarder. Et tout ça peut servir d'un point de vue pratico-pratique à la planification, par exemple pour un groupe de recherche, pour conduire certaines actions, mais aussi pour les chercheurs, pour la théorisation. Donc ici, on a notre cadre conceptuel qu'on peut travailler avec les régions de sens en fonction de la proximité de certaines thématiques qui émergent sur la carte des concepts. Lorsque nos personnes participantes ont évalué l'importance et la faisabilité des énoncés, ça nous permet de les comparer sur les deux échelles grâce à des schémas de correspondance. Alors, on voit ici que prendre en compte les critères sociétaux, l'éthique de production et renforcer la confiance citoyenne est considéré comme étant le plus important, mais il y a une différence statistique significative à 0,001 par rapport à la faisabilité. Donc, très important, mais les actions sont moins faisables. Ensuite, assurer la transparence et la crédibilité des labels, c'est considéré quand même deuxième en importance, également très significatif et très différent sur le plan de la faisabilité.
proposer les outils législatifs, hein, quatrième place, mais statistiquement différent de sa faisabilité. Donc, en fin de compte, ça nous permet ici de constater qu'il y a peu de correspondance entre ce qui est rapporté comme perçu important versus perçu faisable. Et donc là, on a une lecture à haut niveau concernant les thèmes. Ensuite, pour chaque groupement sur la carte, donc il est possible d'avoir le détail sur un graphe qu'on appelle zone de réflexion ou zone d'action stratégique. Et donc, du coup, de savoir quelles sont ces actions ici qui sont considérées plus importantes et faisables, donc dans la zone verte, mais également les actions qui sont considérées importantes, mais moins faisables, donc sur lesquelles on peut conduire des travaux de recherche, sur lesquelles peut-être on peut faire des recommandations pour faire en sorte que les points, par exemple 63 et 6, puissent passer d'une zone de faible faisabilité à une zone de faisabilité plus élevée. Donc ici, nous sommes sur comprendre les tensions liées au sol et se mettre en action, par exemple. Donc, le 51, c'est faire le lien entre la santé du sol, la qualité de l'eau et la santé humaine. Les points qui sont en zone jaune, 6 et 63, donc se préoccuper du sol lors de la consommation des produits, par exemple alimentaires, vêtements, etc. Et le 63, savoir si les sols utilisés pour produire la nourriture sont en bonne santé et ne sont pas détruits par l'activité de production. Donc, on comprend que du point de vue des personnes citoyennes, c'est considéré très important, mais c'est considéré peu faisable. Et donc là, ça peut ouvrir des horizons de recherche, de conversation, de sensibilisation, etc. En zone orange ici, ce sont des actions qui sont considérées relativement plus faisables, mais de moindre importance sur la thématique comprendre les tensions liées au sol et se mettre en action. Et finalement, en zone grise, ce sont des actions qui sont considérées de moindre importance et moins faisables. Mais il faut quand même s'en méfier parce que la réalisation de ces actions peuvent constituer des prérequis à la réalisation de d'autres actions qui, elles, par exemple, seraient considérées importantes et moins faisables. Donc, ça nous permet d'avoir une lecture ici qui est beaucoup plus terrain et pratico-pratique pour l'aide à la décision. Donc, voilà, cela résume le volet sur la cartographie des concepts en groupe qui a été réalisé grâce à l'apport de citoyens qui nous ont informés un peu sur leur représentation du sol et leur perception. Donc, nous avons développé un jeu sérieux dans le but de changer les comportements vers le sol. Donc, ça rejoint le bas de la carte présenté par Martin, avec notamment l'idée de sensibiliser et d'éduquer les citoyens aux enjeux des sols. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur le développement et le test de ce jeu sérieux. Donc, il y a 3 différents aspects qui nous ont amenés à développer le jeu sérieux. Tout d'abord, en regardant le contexte et la littérature sur les comportements responsables. En général, il y a un écart qu'on peut observer entre les attitudes et les intentions déclarées, d'une part, et les comportements des individus, d'autre part. Globalement, cela donne que l'on se déclare plutôt préoccupé par rapport à l'environnement, motivé à agir, mais dans les faits, on observe ce résultat de manière moindre. C'est ce qu'on appelle dans la littérature le green gap. Alors pourquoi cela? Une des explications est la difficulté pour les consommateurs à s'y retrouver dans les labels et dans les autres informations qui sont sur les produits. Il y a en effet une forte asymétrie d'informations entre les producteurs et les consommateurs. Alors les labels certifiés par des organismes tiers et indépendants tâchent d'y remédier, mais cela reste des attributs de croyance. Finalement, seul le producteur peut connaître la valeur environnementale de son produit, et encore. L'influence des labels reste limitée et des compromis sont aussi faits par les consommateurs avec d'autres paramètres comme le prix, les habitudes, l'attrait pour la nouveauté, etc. Dans l'ensemble des labels, le label AB pour agriculture biologique en France ressort comme celui qui fonctionne le mieux. C'est aussi celui qui a la plus grande notoriété. Bien que les produits biologiques puissent être discutés, c'est le label qui en France permet aussi facilement et largement aux consommateurs de distinguer des produits plus vertueux d'un point de vue des sols. Néanmoins, les connaissances des consommateurs restent limitées et un manque de connaissances apparaît par rapport aux enjeux des sols. Cela reste une boîte noire. Quand on interroge les consommateurs, ils vont nous parler de saleté ou de carrelage, parmi d'autres choses. Il y a donc à faire. Un autre aspect concerne la gamification, donc dans l'idée de développer un jeu sérieux, et donc justement la littérature sur les jeux sérieux.
Donc la gamification, c'est l'utilisation de codes des jeux à l'extérieur de l'utilisation classique, ce qui permet de motiver et d'engager davantage et d'enrichir l'expérience. Les jeux sérieux donc, ont été développés pour apprendre au-delà de l'aspect seul de divertissement, notamment donc c'est utilisé dans la pédagogie, dans l'éducation. Les jeux sérieux ont montré des bons succès sur des comportements, dans les apprentissages et les actions, notamment dans les contextes environnementaux avec des exemples sur l'apprentissage pour le tri ou le recyclage. Et donc finalement, avant de se lancer dans le développement d'un nouveau jeu, on a aussi vérifié l'existant. Donc qu'est-ce qui était fait pour sensibiliser aux enjeux des sols. Donc à ce propos, Alexandra Rapio, qui est ingénieure agronome aujourd'hui, mais qui a fait son stage de fin d'études avec nous dans le cadre du projet, a mené un panorama de l'existant et a mis en évidence un manque en termes de support audio, mais aussi de support monojoueur. Si vous êtes intéressé par le panorama, on peut vous faire passer le travail qu'a réalisé Alexandra. Et en même temps, il y a eu aussi la fresque du sol qui a été lancée en 2023 dans le but de sensibiliser par l'intelligence collective à la thématique des sols. Et donc, on a proposé de développer Solitaire, qui est une extension de ce jeu, en un jeu monojoueur en ligne. Je vous en dis un petit peu plus juste après. Donc, au sujet de la fresque du sol. Donc, je ne sais pas si c'est le cas au Québec. Pour en avoir discuté un petit peu autour de moi, j'ai l'impression qu'un petit peu moins. Mais en France, depuis 5-6 ans, les fresques sont très populaires. Ça a commencé avec la fresque du climat. Donc l'idée, c'est qu'on utilise l'intelligence collective avec des cartes physiques qui vont être utilisées en groupe de 8 à 10 personnes. Et ensemble, les personnes vont créer donc une fresque, comme vous pouvez voir ici à l'écran, en utilisant des cartes physiques. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien celle-ci, mais là, c'est le jeu pour la fresque du sol, qui a été développé en utilisant le même modèle, mais sur la thématique du sol. C'est donc l'ADEME et la FES qui ont créé ce jeu, mais aussi avec 38 experts qui ont été intégrés dans ce développement. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 participants à cette fresque du sol et avec 300 animateurs qui ont été formés. Donc nous, on a bénéficié de toutes ces informations et ces connaissances dans le cadre du projet, puisqu'ils étaient partenaires du projet qu'on a réalisé en France. Et on a pu développer Solitaire en bénéficiant de toutes ces connaissances et l'utilisation des cartes qu'on a transformées de manière digitale. Donc pour vous dire un petit peu plus sur les étapes de création du jeu Solitaire, on a donc réalisé une maquette et puis on a fait des allers-retours entre les différents membres du projet, mais aussi avec les partenaires. Une fois que la maquette a été validée, on a pu la transférer sur une interface de jeu, donc de création de jeux en ligne, qui est GenaGame, qui est une interface qui existe, qui a été développée à l'Université Grenoble-Alpes. Une fois que le jeu a commencé à être monté sur cette plateforme, on a fait encore une fois une série d'allers-retours avec des itérations pour avoir des retours sur la création de ce jeu et son usage, en ayant aussi des retours de bêta-testeurs, qualitatifs tout d'abord et puis quantitatifs après. Donc je vais vous parler un petit peu de ces résultats que nous avons obtenus d'un point de vue qualitatif et quantitatif, mais avant ça, je vais vous présenter rapidement le jeu Solitaire. Donc le jeu se décompose en 4 parties et qui correspondent aux 4 parties aussi importantes d'un point de vue compréhension du fonctionnement du sol, de la fresque du sol. Donc la compréhension des composants, des fonctions des services, des menaces et des acteurs. La première partie concerne donc les composants des sols, avec ici la présentation des 7 composants essentiels. Et l'idée est d'associer la bonne définition aux bons composants. Une fois que la personne a fait ça pour les 7 composants, elle passe à la partie d'après. La deuxième partie du jeu porte sur la distinction entre une fonction des sols et un service fourni par les sols. Donc la fonction va être indépendante des bénéfices que l'espèce humaine ou l'homme avec un grand H peut en retirer, tandis que le service va être spécifique pour l'espèce humaine. Donc l'idée, c'est de repérer les 7 fonctions du sol. Et une fois cela fait, le joueur va passer à la partie suivante du jeu. La partie suivante porte donc sur les menaces qui pèsent sur les sols. Les menaces, donc, c'est lorsque les activités humaines ou ses conséquences perturbent le fonctionnement du sol et fragilisent sa capacité à nous fournir des services, avec 2 sous-parties, une partie sur les menaces liées aux services de production, puis de régulation. Vous avez ici un exemple sur les services de production avec des menaces qu'il faut donc choisir, en tout cas la personne doit choisir une des menaces les plus directes. Une fois cela fait, elle a une espèce de corrigé qui apparaît avec l'ensemble des menaces qui étaient possibles d'un point de vue plus direct. Finalement, la dernière et quatrième partie concerne les acteurs, l'objectif étant que le joueur reparte avec l'idée que tout le monde peut agir pour protéger les sols.
L'action ici qui était mise en évidence concernait l'apport de matière organique par le biais de compost, et donc la personne clique sur les différents acteurs et on l'invite à cliquer davantage jusqu'à comprendre que tout le monde finalement peut participer. Donc une fois ce jeu qui a été développé et testé et finalisé, nous avons donc ensuite évalué celui-ci de manière qualitative d'abord et puis quantitativement. D'un point de vue qualitatif, on a interrogé un certain nombre de répondants ici, que vous pouvez voir, et on a récolté un certain nombre de verbatims. Je vous en ai mis quelques-uns ici, donc des verbatims sur les améliorations du jeu, sur les extensions ou la diffusion du jeu, ou sur les aspects positifs du jeu. Donc tout ce qui était amélioration du jeu, on a essayé de les prendre en compte dans la mesure du possible. Pour la diffusion et l'extension du jeu, on a pu notamment être contacté par des enseignants qui utilisent le jeu dans leurs cours de sciences de la vie et de la Terre en France. Donc c'est aussi quelque chose qui est souhaité et qui est vraiment encouragé. Et d'un point de vue aspect positif du jeu, c'est aussi une forme de validation de voir que ça a plu et ça a bien été apprécié par les joueurs. On a continué donc l'évaluation du jeu avec des évaluations quantitatives par le biais de questionnaires. Une première étude a été menée sur une centaine de joueurs afin de tester l'effet des connaissances, l'effet du jeu sur les connaissances sur les sols. Pour cela, nous avons utilisé deux mesures, une mesure objective et une mesure subjective. La mesure objective, donc, ça a été la création de 9 questions qui reprenaient les 4 parties du jeu, donc les composants, les fonctions, les services et les menaces et les acteurs, avec, pour nous aider, les spécialistes des sols qui étaient dans le projet. On a aussi utilisé une mesure subjective, donc là où les joueurs donnaient l'indication et se sentaient experts par rapport au sol, et on a fait ces mesures avant et après le jeu. Les résultats montrent un effet positif du jeu sur les connaissances pour les deux mesures. Donc on a mené un test T de différentiel de moyenne en supposant de comparer la différence de moyenne à la valeur de 0, donc pour le différentiel après versus avant. Donc on peut voir un écart de 1 point pour les deux mesures, les mesures objectives et subjectives, ce qui montre un effet positif du jeu sur les apprentissages, qui était la première étape finalement avant d'aller plus loin. Donc on a continué à mener nos investigations cette fois-ci sur l'effet du jeu sur les comportements, avec une deuxième étude quantitative. Donc là, on a testé un cadre théorique, celui de Blayer et al. 2019, avec celui de Qualisto et Amari qui porte sur la gamification. Et donc l'idée, c'était de mesurer l'effet du jeu en intégrant l'expérience de jeu comme une variable médiatrice et finalement sur les réponses individuelles. Donc les variables que nous avons testées sont celles liées aux éléments de design, donc les aspects visuels et verbaux. Ensuite, pour l'expérience de jeu, nous avons intégré les dimensions classiques de l'expérience affective et connective, donc le caractère plaisant ou le caractère informatif. Et on a ajouté la dimension immersive, donc le caractère on oublie le temps qui passe en jouant. Et finalement, les variables dépendantes sont les réponses individuelles, donc avec l'apprentissage en ligne, le bouche à oreille qui consiste à parler du jeu autour de soi, l'intention de participer à une fresque, donc continuer à apprendre sur les sols en jouant, et finalement, l'intention de comportement durable lié au sol. Donc, en accord avec le cadre théorique, globalement, on valide notre cadre théorique testé avec des effets des éléments du design de jeu sur l'expérience de jeu et les différentes dimensions qui vont influencer les réponses individuelles, avec un effet médiateur de l'expérience de jeu dans ce cadre théorique. Sur les réponses individuelles, donc ce qui est intéressant, c'est que nous obtenons des chemins qui vont être différents selon les réponses individuelles. Donc, sans rentrer dans trop de complexité, seule la dimension, par exemple, cognitive influence l'apprentissage en ligne, ce qui semble plutôt cohérent avec les variables considérées, tandis que la dimension affective influence le plus le bouche à oreille envers le jeu, ce qui montre l'importance du caractère plaisant sur la fidélité des joueurs, ou la dimension immersive va influencer plus particulièrement les deux dernières intentions, ainsi que le bouche à oreille, donc avec le caractère du temps qui passe qui est particulièrement important ici. Donc cela invite à considérer les sensations des joueurs selon les réponses souhaitées, et donc être particulièrement attentif aux dimensions immersives et cognitives si l'on souhaite influencer les comportements responsables envers les sols. Donc finalement, au sujet des implications, nous avons pu montrer que le jeu permet une augmentation des apprentissages,
avec une meilleure compréhension des composants, des fonctions, des services et menaces envers les sols. Et nous avons pu tester et valider le modèle conceptuel centré sur l'expérience en ligne et montrer son impact sur les réponses individuelles qui vont avoir une incidence sur la santé des sols. Au sujet du jeu solitaire et de sa valorisation, il est disponible sur les réseaux de nos partenaires, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour continuer à parler de la valorisation du projet, donc il y a eu une autre pépite qui a été qui découlait du projet, avec Alexandra Rapio et sa collègue Aya Ménard qui ont développé un podcast, puis ça faisait partie d'un autre format qui manquait pour sensibiliser à la thématique du sol. Donc ici aussi, il est disponible sur les réseaux et les plateformes de podcast comme Spotify, donc n'hésitez pas à aller les voir. Aya et Alexandra seront ravis. Et finalement, pour revenir au projet Gamisol mené au Québec, on vous en parlait au début de ce webinaire. Vous avez l'équipe de projet ici, donc avec des spécialistes en sciences du sol et en sciences de gestion. Et nous avons besoin de vous, si vous êtes d'accord, car nous allons démarrer les 2 volets du projet ici au Québec. Donc avec le premier volet de la cartographie de concept de groupe, maintenant, ceci doit être très clair pour vous avec la présentation de Martin. Et nous souhaitons également tester le jeu sérieux auprès du public québécois. Donc nous aurons besoin de vous. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Martin va vous mettre le lien dans le chat, n'hésitez pas à le compléter.